Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour à tous et bienvenue dans Territoire d'Info, une émission de Public Sénat, de Sud Radio et de TV5 Monde avec les meilleurs moments des interviews politiques de la semaine. Mardi, Éric Woerth a déploré un climat social épouvantable. Le député Les Républicains de l'Oise a ciblé principalement la CGT, un syndicat d'un autre temps qui se gauchise tous les jours. D'abord, il y a un climat social évidemment épouvantable là cette semaine, et puis j'espère que ça s'arrêtera, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de grèves reconductibles, notamment à la SNCF. C'est tout à fait scandaleux. Enfin, je veux dire, prendre en otage, on le dit comme ça, mais prendre en otage les Français de cette façon-là, de la part de certains cheminots, pas tous les cheminots, mais enfin notamment la CGT, c'est vraiment pas acceptable. C'est la gauche de la gauche. La CGT est en train de, donc vous de se soutenez ce totalement gouvernement gauchiser qui veut de la façon la pire possible. Soit voté. Mais il faut que, la loi El Khomri et la Bondo, c'est pas uniquement la loi El Khomri. Je pense que les syndicats ont des intérêts personnels. La CGT est en totale reconstruction. Elle se gauchise tous les jours. Il y a vraiment tous les jours. C'est un syndicat d'un autre temps qui se moque totalement qu'il y ait des chômeurs en France, qui défend ces précaires de façon tout à fait ignoble. Enfin, il y a juste des usagers. Et ces cheminots-là, pas tous, il y en a beaucoup qui sont formidables, mais ces cheminots-là, ils se moquent totalement des usagers. Il y aura, et d'ailleurs c'est très étonnant, que dans un état d'urgence comme celui-là, il y aura des grèves qui font que les gens vont se masser dans les gares, c'est-à-dire des lieux extrêmement publics. Vous avez déjà attendu des trains pendant la grève. Bon, vous savez ce que c'est. On attend, passe d'un quai à l'autre, on ne sait pas où on en est. Et c'est ça que vont faire ces cheminots. Ils menacent de le faire pendant l'Euro. Ils menacent de le faire pendant l'Euro. Oui, mais que faire? Interdire ce type de manifestation et de mobilisation? Ces manières de voyous, je trouve, de se comporter, c'est totalement inacceptable. Éric Woerth, François Hollande parle ce matin à la radio. Il confirme ça va mieux sur les déficits, sur la croissance, sur l'investissement qui repart, sur la compétitivité, sur la création d'aides d'emploi et le pouvoir d'achat en progression. Je préfère que l'on garde de moi l'image d'un président de la République impopulaire que celui d'un président qui n'a rien fait. Vous êtes d'accord avec ça ? Non, enfin, je pense que si à François Hollande on avait présenté ce bilan en début de quinquennat, il aurait dit « je signe pas ». C'est-à-dire qu'il aurait dit ce bilan, c'est pas possible. Donc il essaye aujourd'hui de se rattraper aux branches. Il y a une sorte d'exercice d'auto-explication, de bilan avant le début des premières actions présidentielles. Il essaie de préparer sa candidature, de préparer le terrain. Oui, et puis il répète comme une méthode Coué, ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux. Voilà, c'est un truc assez classique. Puis, en se disant, j'espère que les gens commenceront à le penser. François Hollande a confirmé 608 000 chômeurs de plus en 4 ans, donc depuis le début de son quinquennat. Et il évoque le nombre de chômeurs sous Nicolas Sarkozy, 1 million de plus. Et vous étiez ministre de Nicolas Sarkozy. Ces chiffres sont toutes catégories confondues, me semble-t-il. Il faudra vérifier, mais c'est à peu près le même rythme de progression du chômage entre la période de Nicolas Sarkozy et celle de François Hollande. Enfin, il y a une petite différence, juste une petite légère différence entre les deux quinquennats, c'est qu'il y a eu un quinquennat avec une crise systémique mondiale et un autre quinquennat où il n'y a pas eu de crise. La crise, elle a commencé en juillet 2007 et puis elle s'est totalement systémisée à partir de l'automne 2008. Tout sur le dos de la crise. Est-ce que vous n'auriez pas dû faire des réformes aussi structurelles? Enfin, je veux bien que vous oubliez, c'est systématique chez les journalistes, ils oublient qu'il y a eu une crise. Heureusement pas chez les économistes, mais le président Sarkozy, il a été assez exceptionnel dans cette crise et tout le monde le reconnaît. Et franchement, M. Hollande, il a rajouté du chômage au chômage. Et avant la crise, on allait vers le plein emploi. Avant la crise, souvenez-vous des débats de l'année 2016, 2006, 2007. On était à 7% de chômage, on espérait aller au taux incompressible de 5%. C'est pour ça qu'il y a la loi TEPA, etc., etc. Je ne vais pas refaire l'histoire. En tout cas, il y avait une histoire très positive sur le plan du chômage. Et puis patatras, M. Hollande, la crise. Et puis patatras, deuxième crise, M. Hollande. Voilà, 2 crises françaises en peu de temps. Est-ce que cette fameuse question du vote pour la primaire des Français de l'étranger, c'est résolu? Ils pourront voter Internet et papier ou l'un
des deux, ou c'est quoi la réponse ? Il y a eu beaucoup de discussions pendant le week-end. Il y a une réunion là dans quelques minutes sur ce sujet. Puis il y a un bureau politique en fin de journée. Il y a quand même un truc un peu hérissant, si vous voulez. Ça a été le fait de prendre les choses en contre-vérité. La vérité, c'est qu'il y a une charte de la primaire. Cette charte, c'est la constitution de la primaire. Elle a été votée par tout le monde, par tous les candidats. Elle a été votée par tous les militants. Et cette charte, elle dit, dans son article 6, elle dit que tout le monde vote papier. Le comité d'organisation des primaires a voulu changer cela, mais n'a pas soumis. Donc on est bien dans une logique où on veut changer la charte de la primaire. C'est pas le contraire. C'est un peu la double peine. C'est pas Sarkozy qui veut changer les choses. Non, je veux le dire parce que j'ai entendu ça. C'est pas Nicolas Sarkozy qui veut changer les choses. Nicolas Sarkozy, il dit pourquoi on laisse pas les choses telles qu'on les a votées il y a un an. Certains veulent changer les choses. Peut-être que c'est plus pratique. Bon, mais ça crée un problème qui est celui du fait que des Français vont voter différemment. Et donc ça crée pas les mêmes logiques de vote quand vous votez papier ou quand vous votez Internet. À partir du moment où c'est papier, il est vrai que ça pose des problèmes probablement dans certains pays. Bon, bah voilà, il faut regarder. Il pourrait y avoir quelques exceptions, mais précises. Une date pour vous déterminer vous-même par rapport au candidat des primaires ? Je le ferai après le projet. Je pense que. C'est-à-dire alors, on vote le projet vers le 2 juillet, donc on verra cet été. Là-dessus, les choses sont claires. Tout le monde prendra parti. Ça ne sera pas Nicolas Sarkozy automatiquement. Écoutez, je travaille avec lui, donc il y a beaucoup de chance. Laxisme du gouvernement face aux manifs et politique pénale pas à la hauteur. L'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, qui était notre invité mercredi, ne mâche pas ses mots contre le chef de l'État et l'exécutif. Nous n'avons pas la politique pénale nécessaire à notre sécurité aujourd'hui. Il y a un décalage entre les efforts que font les policiers et puis le suivi qui est aujourd'hui celui de la justice. Interrogeons dans tous nos départements, puisque vous êtes attachés au territoire, si on demande à tous nos gendarmes, à toutes nos équipes sur le terrain, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer notre sécurité ? Et ils disent tous accélérer la justice et faire en sorte qu'on ne libère pas systématiquement les gens que nous arrêtons. Sécurité et emploi sont les deux sujets sur lesquels le président et le gouvernement devraient se consacrer. Mais aujourd'hui, ce qui est très préoccupant, c'est que cette crise un peu du moral et des moyens mis à la disposition des policiers est une crise qui s'ajoute aux autres crises. Cette journée aujourd'hui est une journée qui illustre le grand désordre du pays. Les routiers, la SNCF, les policiers, la RATP. Tout ça est vraiment inacceptable. Mais on parlait de durcir les sanctions pénales contre les policiers, ça veut dire de la prison ferme, par exemple, contre les agresseurs de policiers. Là, on voit, par exemple, à l'épreuve des faits, que le tribunal administratif a suspendu 9 arrêtés sur 10 émis par le préfet de police, des arrêtés qui empêchaient des militants antifascistes de se mobiliser, de manifester. C'est quand même un sérieux revers pour le ministère de l'Intérieur. Je pense que c'est un sérieux revers, et tout ça, nous le disons depuis très longtemps. On le disait avec Madame Taubira. La politique pénale du pays n'est pas à la hauteur de nos ambitions en matière de sécurité. Donc c'est la politique pénale. Je ne reproche pas aux syndicats aujourd'hui de magistrats d'appliquer comme ils le peuvent les directives qui sont celles de la politique pénale. Ce qu'il faut changer, c'est la politique pénale. Aujourd'hui, l'exécutif n'a pas d'autorité, n'a pas de majorité. Et comment pouvoir gouverner, y compris aujourd'hui des questions comme ceux de la sécurité, quand on n'a pas d'autorité. On ne peut pas accepter en état d'urgence d'autoriser un certain nombre de manifestations comme on l'a autorisé dès le début. C'est au début de toutes ces manifestations que le gouvernement aurait dû. Vous pensez à Nuit debout, par exemple ? Je pense à Nuit debout. Je pense à tout ce qui a pu se passer. L'état d'urgence n'était pas compatible avec ce type de situation. Et aujourd'hui, parce qu'il y a eu un laxisme initial, on est dans une situation de désordre, voire de débordement. Pourtant, François Hollande lui dit j'affirme mon autorité puisque cette loi ira au bout. J'ajoute d'ailleurs que la loi elle doit passer au Sénat dans 2 jours, début juin. Vous lui conseillez de la retirer ou d'aller au bout ? Sur tous les sujets. Et je pense que le gouvernement doit aller au bout de ses actions. Sur tous ces sujets, le président et le gouvernement illustrent ce qu'est le gouvernement du verbe. Vous écoutez le ministre de l'Intérieur, vous avez envie d'être d'accord avec lui. Gouvernement du verbe. Vous écoutez le ministre de l'Économie, Emmanuel Macron, gouvernement du verbe. Le président de la République, gouvernement du verbe. En fait, où est l'action ? Où est l'autorité ?
où est vraiment la mise en œuvre d'une politique de sécurité dans le pays. Je crois que notre situation politique n'est pas bonne. Un gouvernement sans autorité, sans majorité, d'une part. Et puis d'autre part, disons-le, une opposition qui va se mobiliser dans les primaires et qui donne le sentiment de s'intéresser plus aux élections qu'aux préoccupations des Français. Tout ceci donne le sentiment que le pays est un peu abandonné. Vous avez fait partie de ceux qui ont tendu la main au gouvernement, on s'en souvient, après le gouvernement, sur ces deux questions dont vous parliez il y a un instant, c'est-à-dire l'emploi et la sécurité. Comment vous expliquez que quelques mois après, c'était il n'y a pas si longtemps, il y a eu ce décalage total? Parce que je pense qu'avec des visées politiciennes, le président a voulu faire de la déchéance de nationalité un coup politique et on lui a bien dit que c'était pas le sujet des Français. Et donc il a voulu faire un congrès, il a voulu faire, je pense, un peu de show business, si je puis dire, dans l'animation politique avec un grand congrès à Versailles. On constate que encore hier, le président de la République fait 1 heure d'intervention à la radio. Et il nous parle d'élections, en fait. Il règle ses comptes avec Nicolas Sarkozy, il règle ses comptes avec François Fillon, il attaque Alain Juppé, au secours la droite revient, c'est un peu le thème. Mais par exemple, quand il dit... Où est sa vision qui nous disent que sans emploi, il n'y a pas d'avenir pour les jeunes Français. Donc c'est l'emploi la priorité. Qui nous disent vraiment dans la chien que ce qu'il a dans le ventre, et dans le ventre aujourd'hui, c'est la cohésion du pays. Et la cohésion du pays, ça se fait sur la sécurité et sur l'emploi. C'est quand même clair. Et ça ne se fait pas sur ce qu'on règle comme compte avec Sarkozy, avec Fillon, avec Juppé. Par exemple, quand on est président, on doit penser à l'unité nationale. Et l'unité nationale, elle a besoin de montrer que la politique est concrète et puissante. L'impuissance politique aujourd'hui, c'est ce qui nourrit le Front National, c'est ce qui crée le désespoir, l'impuissance politique. Voilà la question qui est posée au pouvoir. François Hollande, vous y faisiez allusion il y a un instant, hier matin dit il faut lire absolument les programmes des candidats à la primaire de la droite et du centre, et je le cite, selon lui, certains nombre de ces programmes mettent en cause les fondements de l'État. C'est ce qu'il a dit hier matin. Comment vous réagissez? Il n'a pas quitté son costume de candidat du Parti socialiste. Il était candidat en 2012, il était candidat en 2013, il était candidat en 2014 et 2015, 2016, il est toujours candidat, et 2017, il sera encore candidat. C'est un candidat, c'est le candidat durable. De Gaulle disait, le président est l'homme en charge de l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est emploi et c'est la sécurité. C'est pas... Pour la gauche, pour celui qui gouverne, ce n'est pas les primaires de la droite. Les primaires de la droite, on est obligé de les faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une menace Front National. Donc on est obligé d'arbitrer pour qu'on n'ait qu'un seul candidat. Il faut les faire. Mais ce n'est pas le sujet du président. Le sujet du président, c'est l'essentiel. Jean-Pierre Raffarin, une petite question personnelle. Vous êtes un des rares à rencontrer Jacques Chirac. Comment va-t-il? Est-ce que vous avez des nouvelles à donner de l'ancien président? Il a été très affecté par le décès de sa fille. Et c'est un homme courageux et qui reste un homme chaleureux. Et que ceux qui l'ont aimé l'aiment encore davantage aujourd'hui. Jeudi, le salaire des grands patrons est en question. Dans le journal Libération, un certain nombre de personnalités demandent au gouvernement de légiférer pour qu'un patron ne perçoive pas plus de 100 SMIC. Marielle de Sarnez, vice-présidente du MoDem, qui était notre invitée, réagit. Je ne sais pas si c'est 100 fois le SMIC, parce que déjà ça apparaît aux yeux de beaucoup de nos concitoyens. C'est montrer qu'on ne peut pas gagner au-delà... de 100 fois le revenu minimum. Bien sûr que ces affaires sont extrêmement choquantes. Plus que choquantes, au fond. Je veux dire, on ne peut même pas les permettre. Donc, l'idée de dire il faut que l'Assemblée des actionnaires, ce qu'elle dit, ce soit pas à titre indicatif, mais que ça soit plutôt contraignant, moi, j'abonde plutôt dans ce sens-là. On ne peut pas avoir... l'économie, c'est fait pour créer des richesses pour tous. C'est pas fait... Je veux dire, quand Carlos Ghosn réussit, c'est pas que sa réussite. C'est la réussite de tous les cadres, de tous les salariés, de tous les employés et de tous les ouvriers. C'est la réussite de tous. De Paul Hermelin, le PDG de Capgemini. Si vous n'êtes pas dans un pays où vous ne savez pas reconnaître aussi aux travailleurs, à ceux qui créent la richesse dans une entreprise, s'il n'y a pas de retour de bénéfices pour eux, et si on a exclusivement pour les patrons, il y a quelque chose qui dysfonctionne gravement. Est-ce qu'il faut légiférer sur cette question? Visiblement, oui. Puisque l'autorégulation, comme on dit, des chefs d'entreprise, ça ne marche pas. C'est le moins qu'on puisse dire. D'une fuite, entre guillemets, de grands patrons à l'étranger? Je ne crois pas du tout à cette argumentation.
Je crois pas du tout, parce qu'à ce moment-là, ça s'arrête jamais, c'est l'échelle de perroquet. Vous allez dire, ah ben non, on peut pas payer ça, il faut payer encore plus, parce qu'il y a un autre pays qui lui propose encore plus. Non, mais comme député européen, vous voyez des exemples si ces PDG ont envie d'aller au plus offrant, si la seule chose qui les intéresse, c'est de gagner énormément d'argent, et c'est pas la chose industrielle en elle-même, c'est pas les êtres humains qui composent ces sociétés, c'est pas les brevets, l'invention, ce qu'ils peuvent faire d'utile, écoutez, qu'ils aillent ailleurs. Je pense qu'il faut faire attention. Il faut faire attention. Et vous savez bien, c'est ce que nous redoutons avec François Bayrou. C'est ce mécanisme de la primaire qui fait que c'est au fond le noyau dur qui peut peser le plus et qu'on peut avoir comme ça une espèce de surenchère dans le libéralisme ou quelquefois dans l'ultralibéralisme. On est déjà dans la surenchère selon vous ? Je vous le dis, je dis qu'il faudra faire attention. Vous parlez du noyau dur. Oui. Vous parlez du noyau dur. Est-ce que ça signifie, parce que là, si on reprend les choses, je vous dis l'ISF supprimé, la suppression de 200 000 à 300 000 postes de fonctionnaires, la suppression des 35 heures, c'est par exemple dans le programme d'un certain Alain Juppé. C'est dans le programme de tous. Soutenez. C'est dans le programme. Je soutiens Alain Juppé, et ça, vous m'enlèverez pas ça. Je soutiens Alain Juppé, parce que je pense que ce qu'il a dit, au fond, au début de son engagement, à savoir, je veux une France apaisée, rassemblée, réformée, je suis d'accord avec ça. Mais je vous dis simplement, je suis d'accord et je soutiens Et sur Alain ces Juppé. questions-là, vous êtes d'accord avec lui ? Je pense que le centre a à faire entendre quelque chose qui est de l'ordre peut-être d'une différence. Vous savez qu'avec François Bayrou, nous le disons depuis longtemps, il faut des réformes. Mais il faut que ces réformes, ça ne soit pas la réforme pour la réforme. Il faut des réformes pour le progrès. Et il faut des réformes avec un cap. Il faut, au fond, qu'est-ce qu'il faut construire ? Ce qu'on appelait autrefois, et ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une économie sociale de marché, dans laquelle tout le monde se retrouve, pas seulement les grands patrons. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ariel de Sarnez, une voiture de police saccagée, brûlée, 2 policiers légèrement blessés hier en marge de la manif contre la haine qui était organisée par la police, justement. Des images violentes que nous avons tous vues. Est-ce que vous avez été halluciné, choqué par les images que l'on a pu voir hier? Comment vous avez réagi? Mais je suis comme tous les citoyens français heurté par cet excès de violence, j'allais dire quasi quotidien. Il n'y a pas un jour où on ne voit pas au fond des actes extrêmement violents. Mais là, nous sommes dans un moment, je trouve, difficile. Et revenons 2 secondes à ce moment-là, à ce que François Hollande ne cesse de nous dire, que tout va bien et que tout va mieux. Non, tout va pas bien. Non, tout va pas mieux. Quand il y a comme ça ce potentiel de violence dans une société, c'est que la société ne va pas bien. Je dis qu'il faut empêcher ces groupes de casseurs d'agir. Et je pense que nous avons les moyens de le faire. Donc ça veut dire qu'on n'a pas fait le boulot, là? Ce n'est pas du tout ce que je dis. Tout ça est compliqué. Vous savez bien, tout ça est compliqué, tout ça est complexe. J'ai de l'estime pour le ministre de l'Intérieur. C'est une situation difficile. Rappelons aussi que notre police, elle a vécu toute cette année d'un engagement extrêmement lourd, extrêmement fort, après les attentats terribles qui ont touché en particulier Paris, notre capitale. Et que, vous le savez bien, il y a presque pour certains d'entre eux pas eu un seul jour de repos. Est-ce que tout ça est raisonnable? Nous allons avoir l'euro qui va s'ouvrir dans quelques temps. Sur l'euro. Écoutez, on va avoir l'euro qui va s'ouvrir dans quelques temps. On va avoir ces problèmes de sécurité, bien sûr. On va avoir ces problèmes de fan zone. Je pense que la police aurait autre chose à faire, franchement, que de s'occuper de On va avoir casseurs. ces problèmes de fan zone. Ça veut dire qu'il faudrait les interdire, selon vous? Non, écoutez, on ne peut pas arrêter de vivre non plus, parce que c'est ça que les terroristes souhaitent. Ce que les Pas forcément terroristes que les terroristes, souhaitent, vous avez vu les images hier à la télé, ce ne sont les pas forcément des casseurs, terroristes. mais les terroristes, ce qu'ils souhaitent, c'est effectivement que la vie dans une société démocratique s'arrête. Donc il faut continuer de vivre, simplement il faut prendre toutes les précautions de sécurité, mais je préférais que les forces de police de ce pays soient consacrées sur l'essentiel, à assurer cette sécurité, plutôt que d'aller chercher ces casseurs. Donc tous les peut-être comme le Premier ministre, vous demandez aussi aux syndicats qui organisent ces manifestations de dire stop, on arrête les manifestations? Il y a un moment où, quand ça dégénère, il vaut mieux que ça s'arrête. Donc oui, vous demandez l'arrêt des manifestations. Je vous dis qu'il y a un moment où, quand ça dégénère, il vaut mieux que ça s'arrête. Il y a aussi cette petite musique qui est en train de monter sur ce gouvernement laxiste. Vous l'entendez, cela? Je n'aime pas qu'on fasse de la politique politicienne ou partisane sur des questions lourdes de sécurité. La sécurité, c'est un devoir de la République. La République, elle a le devoir de protéger tous les citoyens. C'est pas une approche partisane qu'il faut avoir. C'est une approche, nous avons besoin de cette autorité, de cet ordre, de cette sécurité. Et là, on a il faut faire régner la on a de sécurité. l'ordre et de la sécurité. On l'a, je pense qu'on en a la volonté.
Je pense que je ne mets pas en cause le gouvernement sur cette question. On a la volonté, mais derrière, on a la volonté. On voit bien que c'est difficile. Vous allez bientôt devoir voter au Parlement européen sur l'accord entre l'Union européenne et la Turquie. Vous savez, au sujet des migrants. Que voterez-vous? Je suis extrêmement embêtée, je vais vous dire. Parce que je considère qu'on s'est mis dans une seringue. Bien sûr qu'il faut parler avec la Turquie. Hein. La Turquie, elle est placée là où elle est placée. Il y a 2 500 000 réfugiés chez elle. Mais vous savez peut-être que ça fait 3, 4, 5 ans que je demande que l'Europe assume son droit d'asile, que l'Europe assume la sauvegarde de ses frontières. C'est très important que l'Europe garde ses frontières, ce qu'elle ne fait pas au jour d'aujourd'hui, comme les Américains le font. Et qu'on n'a pas à déléguer ni notre droit d'asile, ni la surveillance de nos frontières à la Turquie. Et en plus, en lui promettant d'adhérer. Donc, sur ce point-là, s'il y a dans l'accord le début d'une promesse d'adhésion, je voterai contre. Alain Rousset, qui était notre invité vendredi et qui est le président de la nouvelle grande région d'Aquitaine, a déclaré à propos des frondeurs, les frondeurs, c'est débile. Je pense qu'il ne peut pas y avoir la même attitude après l'exercice de la motion de censure qu'avant. Donc une sanction. Je ne sais pas, une sanction ou autre chose, mais enfin c'est totalement débile leur position. Je pense que Emmanuel Macron est un homme dynamique. Je l'ai vu fonctionner dans une réunion à laquelle je participais sur la nouvelle France industrielle. Il est venu en Aquitaine il y a quelques jours. Oui, on a eu une longue conversation, y compris sur ce qui peut nous séparer. Longue conversation tête-à-tête aussi. Et je termine peut-être ma réponse. Je l'ai vu fonctionner dans une réunion sur de vrais dossiers industriels. Comment on va... Le train du futur, c'est quoi? La voiture du futur, l'avion du futur? Comment tout ça, on arrive à se réapproprier des... Mais je pense que d'autres peuvent le faire aussi. Je l'ai vu en exercice. Mais vous l'avez trouvé compétent. Il est compétent. Il est compétent. Mais le maire de Lyon, Gérard Collomb, dit qu'il faudrait que François Hollande s'efface 2 mois avant la présidentielle s'il était à 14-15 et un Emmanuel Macron à 29% dans les sondages. Je ne commande jamais les propos de Gérard Collomb. D'accord. Et quant à Emmanuel Macron, est-ce que vous le suivez? Est-ce que vous lui demandez de sortir de l'ambiguïté? Non mais là, il a levé... Non mais attendez, laissez-moi finir. Il a levé 400 000 € pour son mouvement En Marche. Bon, on voit qu'il joue quand même sur 2 tableaux. Est-ce que vous lui demandez de sortir de l'ambiguïté? Je ne sais pas répondre à votre question. Pourquoi je lui demanderais ça? Au nom de quelle autorité? Parce que bien des Français se posent la question. Voilà, il a envie de faire quelque chose, d'assumer des responsabilités. Enfin, on ne peut pas lui reprocher une chose et son contraire. Bon, les journalistes trouvent qu'on manque de personnel politique compétent, et puis voilà, moi je... Et votre choix pour 2017, c'est François Hollande? Je suis un ami de François Hollande. Vous le connaissez depuis longtemps, il ferait un bon président de la République? Je pense qu'il a effectivement la stature. Maintenant, ce qu'il propose m'étonne beaucoup. Tant que ça? Non, mais on comprend. Oui, ça m'étonne beaucoup. Parlons du fond. Oui. Ça m'étonne, d'ailleurs, un peu comme les autres. Je crois que la ligne qu'aurait dû garder Alain Juppé, c'est une ligne gaullienne. C'est-à-dire au-dessus du débat... droite-gauche d'aujourd'hui. Or là, il est en train de faire un virage à droite toute, à droite libérale toute, avec des mesures qui sont impossibles à mettre en œuvre. Sauf à arrêter la construction des écoles maternelles, à arrêter la construction des routes. Quand je regarde ce que fait Alain Juppé en tant que président de la communauté urbaine, enfin de la métropole, et j'ai été président, je veux dire, il investit pour son agglomération, pour sa ville. Supprimer 85 milliards, je crois que c'est les économies qu'il veut faire. Mais il est dans une forme de qu'est-ce qui va rester selon vous? Je pense qu'il se laisse, un peu comme Sarkozy se laissait attirer par le Front National, les idées du Front National. Alain Juppé essaye de se droitiser, et à cette bataille-là, à mon avis, il va perdre. Ça ne ressemble pas. C'est pas en tout cas la façon avec laquelle il préside la métropole bordelaise et ses investissements. Question peut-être un petit peu plus personnelle pour terminer. La loi sur le non-cumul des mandats va s'appliquer à peu près 1 an. Est-ce que vous avez déjà fait votre choix entre l'Assemblée nationale et la région? Oui, je l'ai dit d'ailleurs, c'est la région par définition.
Vous ne reviendrez pas sur cette décision, ce sera la région? Non. Maintenant, je voudrais profiter de cette question pour regretter une chose. Dans laquelle on est un peu tous mêlés dans la surenchère, il faut pas cumuler, c'est simplement entre deux responsabilités, hein. Une responsabilité législative, une responsabilité exécutive. À force de je lave plus blanc, la classe politique ne sera plus représentée que par des apparatchiks et des professionnels de la politique. C'est la loi sur le non-cumul. Et la loi sur le non-cumul a beaucoup de responsabilités. C'est une erreur. Et on ne peut pas... Je pense que c'est une erreur. Et on ne peut pas demander à avoir de bonnes politiques si les politiques sont des professionnels de la politique et n'ont jamais été devant une classe, dans une usine, dans un bureau, pour s'être occupés d'autres choses. Vous souhaiteriez qu'on revienne sur cette loi ? La société. Je pense qu'il faut qu'on revienne sur cette loi, de la même manière qu'il faut qu'on revienne sur le nombre d'élus et la rémunération des élus, le statut des élus. C'est notre modèle paupérise la classe politique dans tous les sens, et ce n'est pas une bonne chose. Voilà, c'était Territoire d'Info, une émission de Public Sénat, de Sud Radio et de TV5 Monde. On se retrouve la semaine prochaine pour les meilleurs moments des interviews politiques. Bonne semaine à tous.